Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence dans la partition de l'urbanisme sur commencer par les sols, présentée par l'Union régionale de CAE de Auvergne-Rhône-Alpes. Donc cette conférence sera plutôt sous format une table ronde présentée par ces différents acteurs. Et donc, Monsieur le Président, je vous laisse la parole pour commencer cette table ronde. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est presque aussi nombreux ici que dans la salle, mais c'est très bien. En plus, on a un temps très limité dans l'intervention. Moi, je voulais juste revenir sur le titre, jouer sur la question du sol et dans la partition de l'urbanisme, parce que c'est ça aussi. C'est comment est-ce qu'on écrit les choses. Et pour donner une notion musicale et vous dire aussi que les CAUE, ce sont des organismes qui travaillent à la fois avec des gens de la technique, c'est-à-dire des architectes, des urbanistes, des paysagistes, mais en même temps qui travaillent sur la question culturelle. C'est pour ça que je voulais jouer sur la partition et le sol et de se dire que c'est une question culturelle avant tout, de comment est-ce qu'on appréhende le territoire où l'on vit. Alors même si toutes les personnes, les parties prenantes qui vont intervenir là, vont être plutôt dans des métiers, et donc chacun s'exprimant dans son métier, sa compétence et son savoir-faire, mais en même temps, il faut qu'on arrive aujourd'hui dans les questions qui nous sont demandées vis-à-vis du zéro artificialisation nette, on va dire plutôt de la sobriété foncière. Il faut qu'on travaille ensemble dans cette nouvelle partition aussi. Dans les sujets de la transition énergétique et numérique, il faut également que l'on soit suffisamment intelligent et astucieux pour construire le territoire de demain. Donc voilà, on est un petit peu là pour s'exercer à quelque chose d'original, parce que du coup, on a chacun des points de vue. Mais je laisserai rapidement la parole à mon voisin de droite, par exemple. Alors bonjour tout le monde, merci Monsieur le Président pour l'invitation. Donc moi je me présente, je suis Dominique Morel, je suis président de l'UNGE 69 qui est le syndicat des géomètres experts du Rhône. Je siège aussi au conseil d'administration du CAUE du Rhône et de la métropole de Lyon. Voilà, enfin j'ai 2-3 autres fonctions. Et le rôle des géomètres, pour ceux qui l'ignorent, en fait on est un petit peu, on va dire, la cheville ouvrière et le lien entre tous les différents acteurs qui interviennent sur le sol. C'est-à-dire qu'un géomètre intervient comme conseil aux collectivités quand une collectivité établit un PLU. On intervient pour faire l'état des lieux initial d'un projet, pour relever les réseaux, les terrains, les particularités, les courbes de niveau, les évacuations, qui servira après pour la gestion des eaux pluviales. On s'occupe bien sûr de la délimitation foncière qui garantit la sécurité juridique des constructions. Parce qu'en fait, si vous voulez, une des principales difficultés, il y a la technique, mais il y a tout le côté procédure. Aujourd'hui, dès qu'on fait un projet, quel qu'il soit, il y a des gens plus ou moins de bonne volonté qui essayent de trouver des failles. Donc, le rôle du géomètre, avec son analyse expertale, c'est de sécuriser les dossiers et d'être un acteur, pour être honnête, incontournable, parce qu'on a un monopole, on a un ordre, avec un cadre juridique dans lequel on intervient. Et on est le lien avec le CAUE, les architectes, les paysagistes, les bureaux d'études en hydrologie. Enfin, on travaille avec tout le monde, plutôt de manière très intelligente. Il n'y a pas... Et je pense que l'avenir, effectivement, la tendance de zéro artificialisation, les nouveaux modes de construction, la difficulté budgétaire aussi, c'est tout bête, mais on ne peut pas bâtir un projet simplement sur des choses qui ne seront pas finançables. Quand on bâtit quelque chose, on est aussi obligé de se mettre à la place de celui qui va acheter, pour se dire on fait quelque chose qui est viable économiquement, juridiquement stable et conforme au paysage et aux règles environnementales. Voilà. Donc je vais passer la parole à ma voisine. Bonjour, Véronique Baye, moi je suis architecte. Je suis élue au Conseil régional de l'Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes. Je siège aussi au conseil d'administration du CAUE. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très intéressant d'avoir en fait, l'ensemble des intervenants autour d'une table. Merci pour l'invitation. Et en fait, moi, en tant qu'architecte, aujourd'hui, il y a beaucoup de préoccupations qui sont dans un projet. Et l'ensemble des acteurs, comme on dit, on travaille plutôt en équipe aujourd'hui. Et on ne peut pas dissocier en fait, le travail d'un architecte, le travail d'un paysagiste, le travail après du travail du sol. Et ce qui est très important, moi, dans mes bâtiments, c'est que j'essaye, en fait, à l'échelle de chaque projet, de justement avoir une part de la végétation, une part très importante, et dans l'insertion du projet, dans son implantation. Et aujourd'hui, avec la zéro artificialisation des sols, c'est vraiment une problématique que l'on doit avoir dès les prémices du projet. Et le travail du sol et de sa structure est très importante aujourd'hui. Et il ne faut pas l'oublier, c'est la première chose à prendre en compte. Merci.
Moi, je m'appelle Pascal Brissier, je suis le représentant régional de la Fédération des producteurs, de pépiniéristes et horticulteurs. Donc moi, le sol, c'est l'élément indispensable pour la vie des produits, de ce qu'on vend, parce que les végétaux ne peuvent se développer et exister que par la qualité du sol qui est mise en place. Donc quand je dis produit, c'est pas produit, parce que le sol, c'est un élément vivant qui accompagne la bonne croissance du végétal. Donc on est les derniers à passer. On a tous les problèmes à résoudre. On doit assurer la qualité du produit bâti final par l'écrin de verdure qui est mis autour. Et notre écrin, il dépend beaucoup de la qualité terre qui est en place. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Dominique Delorme. Moi, je représente les industries de carrières et matériaux. Et ça pourrait paraître assez éloigné du sujet. Et pour autant, on a certaines périodes de l'activité d'une carrière, notamment, besoin de s'occuper du sol. Puisqu'on va, nous, découvrir le sol pour aller chercher le matériau qui est en dessous. Et je dirais que depuis une bonne quinzaine d'années, on a mieux pris en compte ce milieu, qui était finalement assez méconnu, hein, qu'on pensait simplement être à découvrir, on ne s'en occupait pas de trop. Et en travaillant avec les agronomes, les chambres d'agriculture, avec des spécialistes, on a appris à mieux le protéger. C'est-à-dire que pour autant on le découvre, mais le mettre de côté, savoir le stocker pour qu'il puisse garder ses propriétés. Hein, vous le disiez, c'est vivant, il faut que ça garde de la vie. Et puis ensuite, quand on aura terminé, nous, l'exploitation, pouvoir remettre le sol dans de bonnes conditions, qui retrouve, nous on appelle ça la période de convalescence, hein, comme quoi même pour le sol il faut de la convalescence. On va attendre une certaine période pour que le sol puisse se régénérer, et puis ensuite repartir à la culture comme il était avant. Et quand tout se passe bien, on ne voit pas l'avant et l'après, parfois même l'après est mieux que l'avant. Ça peut arriver quand on travaille très bien et que l'avant n'était pas toujours de très bonne qualité. Donc le sol, ça peut être sous cet angle-là. Puis on a aussi l'autre activité, puisqu'on fabrique des produits de construction. Et aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de produits de construction. C'est vrai qu'on a pas mal de béton bashing. C'est pas bonne cote en ce moment. Mais pour autant, on développe des produits qui permettent au sol de respirer, de capter l'eau, par exemple. Hein. On pense souvent que le béton, c'est fait et que ça va recouvrir, il n'y aura pas d'infiltration des eaux. Non, il y a des bétons filtrants. Il y a des bétons qui peuvent être végétalisés. C'est-à-dire qu'il y a aussi des bétons qui vont pouvoir continuer de garder une certaine vie au sol tout en gardant une résistance. Parce que l'urbanisé, il faut aussi qu'on ait de la portance. Hein. Donc parfois, on est dans cette... et que ça puisse être durable. Et là, on produit des matériaux aussi qui peuvent répondre à ce genre de choses. Donc, j'aurais peut-être amené à redévelopper, mais le but, c'est de faire un petit tour de table. Mais voilà pourquoi je pense que c'était utile que je puisse être avec vous. Bonjour à tous. Pierre Georges, du coup, directeur de Terre Fertile. Alors, je vais présenter rapidement Terre Fertile, qui est en fait une initiative assez lyonnaise dans un premier temps, qui résulte du constat des principaux entrepreneurs du paysage. Donc, c'est-à-dire, on entend par entrepreneurs du paysage ceux qui créent et entretiennent les espaces verts au quotidien pour nos villes, donc qui participent activement au verdissement de nos espaces urbains. Et en fait, au travers Terre Fertile, ils ont identifié le problème de la raréfaction de la ressource en terre dite végétale, c'est-à-dire terre naturelle, végétale, qu'on met en place dans nos aménagements paysagers. Donc ce constat, si on continue dans cette optique d'utiliser de la terre végétale, avec le contexte du zéro artificialisation nette du territoire, c'est-à-dire qu'on va continuer à dépendre d'une ressource qui potentiellement ne sera plus aussi bien disponible demain, et fort heureusement pour protéger les terres agricoles. Donc il s'agit de penser à l'après, et l'après, c'est notamment repenser notre vision du sol urbain, en apprenant déjà à gérer les propres terres que nos aménagements urbains et périurbains génèrent. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a une ressource en terre qui aujourd'hui est gérée de manière très variable sur des projets d'aménagement, typiquement des chantiers de terrassement plus ou moins conséquents. Donc en théorie, cette terre est chargée donc on fait un terrassement, on creuse, on met à jour des volumes de sol anthropisés, donc remaniés, pas forcément très intéressants d'un point de vue agronomique, quand on fait de la densification urbaine. Et après, quand on descend un peu plus dans les couches, on tombe souvent sur des sols naturels ou pseudo-naturels. Et ces terres-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Elles sont chargées, elles sont évacuées par camion et vont dans des carrières, notamment, pour remblayer effectivement ces fonds de fouilles. Et en fait, de l'autre côté, après, on vient aménager nos villes, on va aller rechercher d'autres terres végétales qui viennent de l'extérieur de la ville pour de nouveau refaire un flux de camions dans l'autre sens et planter nos arbres.
Donc on commence à planter des herbes avec déjà un bilan carbone assez déficitaire parce qu'on va aller prélever des terres végétales qui viennent de relativement loin avant même d'avoir planté notre arbre. Donc là, l'enjeu de Terre Fertile, c'est d'arriver à connecter un peu ces deux flux, c'est-à-dire à apprendre à mieux connaître les sols sur lesquels on aménage notre territoire pour mieux gérer cette ressource en terre et l'orienter vers une nouvelle filière qui est une filière en fait de l'économie circulaire des terres et qui nous permet en fait de recréer des sols fertiles à partir de ces sous-sols, de ces sols profonds, de les remettre en culture en surface, donc sur des plateformes dédiées, recréer des sols fertiles, leur redonner de la vie à ces sols, afin de les réemployer véritablement en alternative à une terre végétale naturelle. Et tout ça, ça prend une certaine organisation parce qu'il faut organiser les flux de matériaux, il faut organiser les sites sur lesquels on peut travailler, amender ces terres, les rendre fertiles. Et ça demande aussi un certain nombre de mois en fait, de stockage, de rotation avec les végétaux en place pour recréer de la vie dans ces sols avant de les remettre en ville. Donc voilà, Terre Fertile, c'est surtout à l'échelle de l'agglomération lyonnaise sur cette thématique. Et ensuite, c'est toute la partie également en amont sur des projets d'aller qualifier la qualité du sol qui va sortir d'un aménagement au préalable d'une construction pour accompagner les porteurs de projets à bien gérer cette ressource en terre et pas à la mettre dans une case de déblai sans faire différenciation entre une terre naturelle et une terre remaniée, anthropisée, pour bien arriver à valoriser, identifier les couches de sol qui peuvent être valorisées et recréer des sols fertiles derrière, de l'autre côté, pour répondre aux besoins des paysagistes qui verdissent nos villes. Bon, on pourra revenir dessus, mais je fais tourner le micro. Bonjour, donc Chloé Mallier. Moi, je travaille au CAUE de Haute-Savoie, donc c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Haute-Savoie, et on accompagne les collectivités sur des questions d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Et bien sûr, en urbanisme, le sol, c'est le fondement de tout, mais pas que. Enfin, c'est la base de l'urbanisme, mais pas que. J'avais juste un tout petit texte que je souhaitais vous lire, en clin d'œil au titre du dernier livre de Marc-André Sellos, qui est un biologiste et spécialiste des sols, et qui s'intitule malicieusement « L'origine du monde, une histoire naturelle des sols à l'attention de ceux qui le piétinent », et qui nous rappelle que le sol est l'origine du monde car il le porte, il le nourrit et le protège, et il est construit de sa biodiversité qui représente 25% des espèces connues. Il fourmille d'animaux et de microbes qui vivent et se nourrissent de façon incroyablement variée. Cette diversité assure tout simplement le fonctionnement des écosystèmes terrestres. Le sol fait aussi la fertilité des océans, régule le cours des rivières et modifie le climat. C'est une puissante et étonnante construction du monde vivant. Et je souhaitais commencer par là, parce que c'est vrai qu'en urbanisme, on a souvent eu tendance à considérer le sol par ses usages, des usages agricoles, des usages urbains, naturels, forestiers. Et du coup, on l'a moins considéré dans son volume, dans toutes ses richesses. Depuis des décennies, on travaille sur la sobriété foncière, essayer de moins consommer, mais c'était plutôt pour préserver l'usage agricole, ne pas que l'urbain soit en concurrence avec l'agricole ou le naturel. Et depuis l'instruction gouvernementale de 2019 et l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, qui a été consacré par la loi climat et résilience, on reconnaît enfin et officiellement le sol en volume pour ses richesses et tous les services écosystémiques rendus. Et il est associé aujourd'hui à la résilience des territoires en termes d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets. Et nous, au CAUE, on est convaincus, bien sûr, de ces richesses. Et on essaie d'accompagner les collectivités parce que l'équation du zéro artificialisation nette des sols, c'est un changement de logiciel qui est un petit peu radical. Et pour nos élus, nous, en Haute-Savoie, un territoire ultra dynamique, on accueille encore 7 à 8 000 habitants chaque année sur le territoire. C'est une petite ville qui s'installe sur le territoire chaque année. Les élus se questionnent sur comment répondre à cette équation de préserver les sols, mais aussi de produire des logements pour nos habitants, des logements de qualité, des logements abordables, alors qu'on sait que le foncier va être une ressource de plus en plus rare et chère. Et donc, nous, notre rôle au CAUE, c'est vraiment de sensibiliser et d'accompagner les élus vers cette sobriété, vers cette économie et cette préservation des sols. Donc, on propose des formations
mais on fait également des projets d'expérimentation territoriale ou des projets d'innovation. Et on a participé notamment à un projet Interreg intitulé VADEM sur la valorisation des déchets minéraux, donc c'est sur la valorisation des terres inertes. C'est ce qu'a évoqué un petit peu Pierre précédemment. Puisque finalement, quand on aménage un site, on vient l'artificialiser et c'est une double peine pour nos sols parce que tous les déchets d'excavation, enfin les sols qu'on aura excavés une fois sortis du chantier, passent par la case déchets et vont remplir des carrières. Mais parfois, on va aller les implanter sur des terrains agricoles. C'est une pratique qui se développe beaucoup en Haute-Savoie et qui vient avoir des impacts sur les paysages, sur la nature des sols agricoles et qui nous a questionnés. Donc pour cette raison, on a voulu travailler sur ce projet VADEM avec 9 partenaires franco-suisses, des bureaux d'études en pédologie et en biologie des sols, des bureaux d'études en économie circulaire, mais aussi la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, des aménageurs, un site de carrière également. Et notre objectif, ça a été vraiment de s'intéresser à comment on gère les sols et les terres qui deviennent déchets issus de nos chantiers et comment mieux les gérer. Donc on a fait un état des lieux pour mieux connaître la situation. Le partenaire suisse, lui, pour sa part, a développé donc un process de fertilisation de cette fraction inerte de terre pour que ça puisse être réintroduit sur le marché de la terre végétale, donc sur le même principe que ce qu'a évoqué Pierre, mais avec un autre procédé. Et puis on a également travaillé avec des collectivités pilotes, donc c'est Annemasse Agglomération, la communauté de communes du Genevois et le Grand Annecy, pour essayer de voir comment les collectivités peuvent se positionner pour faire émerger une économie circulaire de la gestion des terres. D'abord être plus économe dès les phases de conception, essayer d'équilibrer les opérations en déblai-remblai et puis d'anticiper vraiment cette question de déchets et de voir par quelles actions on peut favoriser les boucles d'économie circulaire à l'échelle de territoires cohérents aussi pour limiter les déplacements. Et donc, on a produit collectivement une feuille de route pour l'économie circulaire, des chartes de chantier, des outils qui sont aujourd'hui disponibles pour les collectivités. Mais voilà, c'est quelques exemples, un exemple en tout cas de projet où on s'est vraiment immergé dans cette thématique sol pour sa préservation. Donc, moi, je suis Jean-Pascal Mur, je suis agropédologue à la Chambre d'agriculture de l'Isère et référent sur cette thématique pour les chambres d'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr, les chambres d'agriculture s'intéressent au sol, ne serait-ce que par leur fonction de production agricole. Et pour cette raison, on a développé la thématique sol depuis très longtemps, en fait, dans les chambres d'agriculture. On intervient sur trois niveaux, disons, sur ce qui concerne toute l'acquisition de connaissances sur les sols. On est engagé dans un réseau national avec d'autres organismes qui travaillent sur les sols. Et puis enfin, on propose des services auprès des collectivités, opérateurs privés ou bien, et bien sûr auprès des agriculteurs. Un mot sur les références. Donc on a sur la région, à l'échelle des départements, ce qu'on appelle des référentiels régionaux pédologiques, qui sont des cartes de paysages pédologiques qui définissent au niveau des polygones représentés, des paysages, ce qu'on appelle des paysages pédologiques, au sein desquels on peut retrouver un ou plusieurs types de sols. Et cette cartographie, elle est en relation avec une base de données au sein de laquelle sont renseignées les propriétés de chacun des polygones et les propriétés des différents types de sols qui sont contenus dans ces différents polygones. Je vois que... Oui, non, c'est pas tout à fait celle-ci, mais... et ces données-là, en fait, sont disponibles pour partie sur le site de Géoportail. Vous pouvez faire une recherche en tapant carte des sols dominants de France, qui reprend, alors ce ne sera pas cette sortie-là, mais qui reprend donc les cartes départementales des
paysage pédologique. Une limite malgré tout, c'est l'échelle, puisque ces cartographies-là ont été réalisées sur l'ensemble du territoire de la France. L'intérêt, c'est que les représentations cartographiques sont exhaustives au niveau des territoires. Donc il y a aussi bien les espaces agricoles que forestiers, que les alpages, où il y a encore d'autres contextes dans les territoires. La limite, disons, c'est l'échelle, puisqu'on est au 1/250 millième, ce qui fait qu'à cette échelle-là, sur une carte, 1 cm, oui, mais 1 cm représente 2,5 km. Ça ne permet pas un retour à la parcelle. Néanmoins, on est en train de développer des outils pour pallier à ce défaut d'échelle. Mais là, on tombe sur des questions budgétaires, quoi. Quels sont les budgets qu'un État est prêt à mettre pour cartographier les sols de son territoire? Donc actuellement, on a une carte exhaustive sur la France, à l'exception de deux départements, dans l'Auvergne d'ailleurs, et la Corse aussi, qui sont exhaustives. Alors, un autre projet auquel on a participé, c'est la mise en place de ce qu'on appelle d'un réseau de suivi de la qualité des sols, qui s'appelle le réseau de mesure de la qualité des sols. Il y a tout le territoire national émaillé en mailles de, alors je ne sais plus, ça doit être des mailles de 20 km par 20, et au point d'intersection, il y a un point d'observation qui est suivi, enfin qui est analysé, caractérisé dans le détail, et qui est suivi périodiquement pour vérifier l'évolution des sols dans le temps. Voilà, le réseau auquel on appartient et sur lequel vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations, dont celles que je viens d'indiquer. C'est le réseau notamment, alors c'est le groupement d'intérêt scientifique sur le sol, le GIS-Sol, qui gère tous ces programmes, notamment les deux dont je viens de parler. Au sein de ce GIS-Sol, donc, sont regroupés un certain nombre d'organismes d'État. Il y a l'INRAE, notamment l'unité Infosol d'Orléans, donc l'INRAE, l'ADEME, le ministère de l'Agriculture qui finance les opérations. Et puis, oui, essentiellement, ces trois organismes. Dans le réseau, il y a un RMT, donc il y a le site du GIS-Sol, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur les sols. Il y a, sur la question des sols et des territoires, un réseau mixte technologique au sein desquels donc, échangent des personnes du développement agricole, chambre d'agriculture, de l'enseignement et de la recherche, et des collectivités. Le RMT Sol et Territoire, donc vous pouvez retrouver cela vous pouvez consulter ce qui est fait dans ce RMT sur le site. Et puis localement, je voyais d'ailleurs que l'école apparaissait ici, on intervient pour l'ISARA de Lyon également. Je dois oublier quelques partenaires là, de notre réseau, mais oui, on fait partie de l'Association française d'études des sols, qui ont un site aussi que vous pouvez consulter. Voilà. Et pour terminer, donc, quels sont les différents services que l'on propose? Bien, ce sont des services de diagnostic de fertilité qu'on propose auprès des agriculteurs, des diagnostics agropédologiques auprès des collectivités qui veulent connaître le potentiel agronomique de terres dont elles ont la charge, la gestion, des diagnostics agropédologiques qu'on réalise pour des carriers aussi, vous en parliez tout à l'heure. Et puis on commence à être sollicité, notamment par la ville de Grenoble, là en Isère, pour intervenir sur les questions cela va plus vous concerner, de renaturation des sols en ville. Donc recréer du sol sur d'anciens parkings, par exemple, ou autres. Voilà. Merci. Donc ça nous donne une palette d'intervention ou de vision ou de perception des sujets. Alors moi je vais partir sur le côté un petit peu amusement parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, juste pour vous redire que les CAUE travaillent beaucoup en transversalité sur ces sujets et c'est pour ça aussi qu'on voulait vous faire intervenir pour montrer aussi que ce côté boule à facettes, on l'aime bien, on aime bien faire l'assemblier.
Et au moment où les paysagistes avaient, dans le cadre de la loi, une possibilité d'intervenir sur les plans d'aménagement, les géomètres, à un moment donné, grognaient un peu. Et souvent, moi, je taquinais les géomètres en leur disant, oui, mais... Alors, bon, certes, le géomètre, il a commencé à avoir toute sa légitimité quand l'homme s'est sédentarisé et qu'il a voulu définir un périmètre, un territoire. Donc, pour moi, qui suis agriculteur avant d'être élu, pour moi, les bornages, c'est important. Il faut savoir où sont les bornes, les limites, parce que c'est ce qui donne la qualité de ma parcelle et je sais où elle est définie. Donc ça, c'est une chose. Et après, dans la question du découpage parcellaire pour les aménagements, c'est vrai qu'on peut se dire, c'est soit les géomètres sont là pour découper en carrés de cimetière, bon, ça, c'est pas très sympa, alors plutôt en carreaux de chocolat, mais l'idée, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on peut partir sur plutôt une façon d'interpréter le territoire selon ses caractéristiques géopédologiques, son sous-sol, et qui va permettre jusqu'à, on va dire, le début du XXe siècle, permettre d'avoir des matériaux géosourcés, et donc du coup notre habitat qui est identifié avec le territoire, et du coup pas comme la construction massive du béton qui a quelque part un peu uniformisé, alors que là le sol a fourni la caractéristique de l'habitat, et aussi parce qu'on n'avait pas les moyens de transport des matériaux, ce qui voulait dire aussi qu'on faisait avec l'élément. Et comme vous disiez tout à l'heure que vous étiez dans le bassin lyonnais, c'est vrai que le bâti en terre est un élément qui était important. Même une partie du cœur du vieux Lyon est encore en terre, en pisé. Et puis, si vous allez également dans le grand quartier de Confluence, eh bien maintenant, il y a une nouvelle construction qui a été construite en terre avec des architectes qui ont choisi de réfléchir sur ces vieilles façons de travailler, mais remises au goût du contemporain. Et donc, vraiment, le sol, c'est une manière de le réinterpréter et de le mettre en valeur de cette manière-là. Mais je crois que nos approches sont tellement différentes aujourd'hui dans l'idée de construire ensemble un territoire, de réparer à certains endroits, recoudre les tissus. Eh bien, il faut qu'on arrive à se parler les uns les autres et pas rester chacun dans son couloir comme dans une course effrénée sur un stade où pourvu que le premier arrive et puis soit sur le podium. Mais non, là, dans ce cas-là, vu aujourd'hui les contextes qui nous attendent sur la transition énergétique, la sobriété foncière, eh bien, il va falloir tous se mettre à dialoguer et à trouver des solutions astucieuses, originales, et puis faire en sorte que les personnes qui ont travaillé sur des exemples très intéressants puissent les mettre en valeur pour que ça nous serve aussi d'exemple. Et c'est aussi dans ce sens-là que les CAUE, on est là pour donner des exemples, comme on a pris celui tout à l'heure du CAU de Haute-Savoie sur la constitution du sol, mais aussi de tout ce que vous avez, vous, dans votre quotidien. Alors voilà, si vous vouliez rapporter quelques éléments supplémentaires. Moi, ce que j'ajouterais, c'est surtout la pluralité des compétences. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous, il y a 15 ou 20 ans dans notre domaine, des agronomes, on n'en avait pas. C'était vraiment pas un sujet. Puis on a pris conscience, on nous a fait prendre conscience, il faut être très honnête, que c'était un enjeu important. Et aujourd'hui, alors soit dans les entreprises, soit par des partenariats, on fait rentrer ces compétences-là. C'est-à-dire que, alors on l'a fait beaucoup dans le domaine de la biodiversité parce que c'est ce qui se voyait tout de suite. Ça a été assez rapide. Et le sol, c'était un petit peu, bon, on fait des tas. Et on a pris conscience que non, c'était plus que ça et qu'il fallait en prendre soin. Et c'est vrai que ça, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est surtout ce regard croisé entre personnes qui étaient dans des silos, qui fonctionnent bien dans leurs silos. On fait un métier, on ne regarde pas ce qu'il y a à côté. Aujourd'hui, il y a, je pense, beaucoup plus de transversalité qu'il y en avait par le passé. Et c'est important parce que c'est un bien collectif. Hein. Je veux dire, le sol, c'est pas seulement à celui qui est dessus et qui vit dessus, c'est à ceux qui seront là derrière. Et on peut l'abîmer si on n'en prend pas soin. Moi, je rebondirais sur votre intervention en disant que une carrière, l'ouverture d'une carrière peut paraître, comment on va dire ça, une agression par rapport au site, à un lieu, mais quelque part, vous recréez un milieu différent à partir du moment où vous allez avoir une aridité du lieu, mais il y aura des espèces qui vont s'installer. Enfin, obligatoirement, la nature va reprendre ses droits ou alors va s'adapter selon le lieu. Et je pense qu'on ne peut pas non plus être constamment à se dire qu'à partir du moment où on a eu une intervention, on a tout bouleversé. Non, on a recréé un nouveau milieu et c'est important aussi de l'étudier, ce nouveau milieu. Vous vouliez intervenir, puis après... Ouais.
Bonjour. Ah, excusez-moi. Oui, bonjour. Je suis Annie du réseau Compost Citoyen. Et je voulais rajouter justement un acteur dans cette belle brochette-là. Et je remercie Christelle Rémy de nous avoir invités pour parler du retour au sol de la matière organique qui est consommée dans les villes, en fait, puisque... Et en plus, avec la nouvelle réglementation là, qui va obliger le tri à la source des biodéchets à partir du 31 décembre de cette année, on va se retrouver avec beaucoup de matières organiques qui vont être transformées, compostées, voire méthanisées, mais je préférerais composter, pour un retour au sol qui pourrait être une des solutions de revégétalisation des sols urbains au moins déjà. Et j'ai juste une petite brochure, s'il y en a que ça intéresse, venez me voir. Oui, alors pour compléter ce que disait le président il y a quelques minutes, c'est que les géomètres experts, en fait, vous voyez, les gens ont une vision très... Enfin, comment dire, réduite du champ de compétences que l'on a. Si vous voulez, moi, la pédologie, j'en ai fait en classe préparatoire il y a 35 ans en arrière. J'ai fait de l'hydrogéologie, j'ai fait des tas de choses. Et en fait, on est vraiment... C'est pour ça que... Enfin, on travaille avec tous les gens qui sont là en pleine collaboration. Et madame l'a justement fait remarquer tout à l'heure, parce qu'en fait, un projet réussi, si vous voulez, on fait, nous aussi, de la maîtrise d'œuvre et de l'aménagement du territoire. La plupart des routes qui se créent sont dessinées par des géomètres experts. Pas toutes, hein, mais une grosse partie. Et en fait, toute la subtilité, c'est d'insérer la route dans le paysage. Aujourd'hui, vous voyez, moi, sur les projets, on n'évacue plus de terre. C'est quelque chose que j'aurais fait bêtement il y a 25 ans ou 20 ans. Peut-être 15 ans, allez, pour être un peu... Mais honnêtement, non, mais aujourd'hui d'abord, c'est un coût. Donc, transporter de la terre bêtement pour la mettre à un autre point, aujourd'hui, on ne le fait plus. Aujourd'hui, on essaye d'imaginer un projet où la route, elle va épouser le terrain, où on va faire des bassins aériens ou souterrains pour gérer les eaux pluviales, pour gérer l'infiltration de l'eau là où elle tombe et pas la transporter ailleurs. En fait, il y a une vision différente des choses et je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on se voit et qu'on se réunisse parce que, vous voyez, le zéro artificialisation net, c'est à la fois super et ça va être l'épée de Damoclès pour la génération future. Parce que moi, je suis déjà logé comme la plupart des gens qui sont là, mais ceux qui vont venir après nous, ils auront une petite difficulté. Et vous voyez, et moi je dis souvent, le gouvernement, alors le président aussi l'a bien fait remarquer, hein, c'est que, vous voyez, par exemple, on ne veut plus aider les maisons. Je pense que pour moi, ça c'est une erreur. Il y a 83% des gens qui veulent une maison, il faut faire des maisons autrement. Le gouvernement, s'il voulait être un acteur pour faire on va dire une passerelle entre, peut-être que demain on habitera tous en collectif, mais franchement, il n'y a pas tant de gens que ça qui veulent habiter en collectif. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse des maisons autrement, des maisons en bois, des maisons en paille, des maisons en briques, on va dire c'est un petit peu déjà ancien, mais voilà, des maisons en pisé, et que ceux qui se lancent dans des techniques nouvelles soient aidés à le faire. Parce que sinon, on restera sur des constructions en moellon et en béton qui sont écologiquement peu responsables aujourd'hui. Donc encore une fois, si un jour vous prenez le temps de regarder le panel de la formation qu'on a, géomètre expert, c'est un métier, on est 1600 cabinets en France. Vous voyez, contrairement aux autres métiers, on est très peu nombreux. Voilà, c'est pas spécialement facile, c'est pas spécialement difficile. Dès qu'on travaille, normalement, on réussit. Mais en fait, la vision est vraiment synthétique. Et aujourd'hui, moi, je suis très content. Enfin, au CAUE, on a des très bons échanges. Aujourd'hui, il n'y a pas une profession qui domine l'autre, parce qu'on travaille en parfaite collaboration avec les architectes, en parfaite collaboration avec la Chambre d'agriculture, avec les gens qui fournissent des matériaux, parce qu'il faut aussi des matériaux, parce qu'on dit le recycler, vous voyez, c'est super. Mais si c'est pour mettre... Moi, je me suis opposé à quelque chose il n'y a pas longtemps. On voulait me mettre du recyclé en zone inondable, mais qui venait de mâche-fer. Et bien, le mâche-fer en zone inondable, c'est pas bien. Même si c'est un matériau recyclé. Il y a des endroits où on peut mettre des choses, d'autres pas, parce que c'est polluant. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut avoir des compétences variées. Et aujourd'hui, si on ne travaille pas tous ensemble, il n'y aura plus de construction à l'avenir. Voilà. C'est bien d'entendre ce message. Vous aviez... Allez-y, ouais, présentez-vous. Donc Thomas Bure, Société Urbasense. Je ne sais pas si on va régler le problème du ZAN. Là, aujourd'hui, ça paraît un peu compliqué. J'ajouterais peut-être une remarque là-dessus, c'est que le ZAN, c'est un super outil de mesure de l'artificialisation à l'échelle territoriale. Donc ça s'appuie sur les qualifications dans les PLU, mais ça ne vient pas du tout regarder la vraie artificialisation sur le terrain. Donc votre maison individuelle, elle est considérée comme artificialisée alors qu'elle a peut-être à peine 10% d'artificialité en réalité.
Donc, moi, c'est un point qui me gêne beaucoup. Et je pense qu'on peut faire de l'artificiel au sens du ZAN tout à fait perméable et fertile, et avec une gestion totale des eaux à la parcelle, par exemple. Donc, on demande aussi au sol donc, d'être recyclé, de ne pas venir de loin, d'être riche en matière organique, d'infiltrer les eaux, de nous rafraîchir, de contenir la biodiversité. C'est normal, c'est leur taf, ils font ça. C'est une interface fantastique entre tous ces métiers-là. Et par contre, c'est assez complexe. Vous évoquez les silos que vous représentez, enfin, ou en tout cas qu'on essaie de faire exploser ici. Vous disiez aussi qu'il y a 1600 cabinets de géomètres. Je connais, je pense, 10, 12 cabinets d'agropédologues. Et ça me fait peur, ça. Est-ce que vous connaissez des centres de formation à ces métiers-là? Moi, quand j'ai fait mes études, ils venaient de fermer quelques années plus tôt. Je pense que peut-être que j'aurais suivi ce cursus-là. Et est-ce que vous connaissez des initiatives pour remettre en avant ces métiers-là, les métiers de la complexité du sol? Aujourd'hui, on les a dans les écoles d'agronomie, mais en vrai, voilà, on peut faire du sol en sortant d'école d'agro ou de la banque et du marketing ou de l'agroalimentaire. Bref, on ne va pas assez loin sur cette question du sol. Et donc, je connais très peu l'ISARA, mais est-ce que ça peut être un acteur local à mobiliser? Et moi, j'en suis en tout cas pour venir participer aux formations ou voilà, créer des débouchés également dans nos sociétés. Je peux peut-être répondre donc rapidement. Oui. Alors nous, au niveau déjà des chambres d'agriculture, j'ai oublié tout à l'heure, on propose des formations à la connaissance des sols. Et sinon, il y a l'Association française d'études des sols qui peut être sollicitée sur ces questions de formation. Et enfin, l'ISARA, personnellement, j'enseigne à l'ISARA, mais c'est de la formation qui est dispensée aux étudiants. Il n'y a pas de formation continue proposée à l'ISARA encore, effectivement. Donc, et après, la pédologie, c'est vrai que c'est une connaissance qui s'acquiert beaucoup par la pratique de terrain. Il n'y a plus de diplôme de pédologue ou de diplôme d'agropédologie, ou peut-être faudrait inventer un autre mot un peu plus sexy pour donner envie aujourd'hui, mais... En école de pédologie, si, il y a 2 écoles, 2 spécialisations, Rennes et Nancy. Oui, Rennes et Nancy, en école d'ingénieur. Et Montpellier aussi, un peu. Donc, faut déjà, pour être un bon agropédologue, il faut quoi? Une bonne triandine? C'est ça, déjà? Une triandine, vous savez, c'est un appareil avec le pied... Ah non, il faut une tarière, qu'est-ce qu'il faut? D'accord, bon, très bien. Ok, voilà. Et puis, en fait, je vais revenir et en même temps, ça va me permettre de tirer la conclusion, c'est ça, non? Bon. Comme je suis agriculteur et que je suis président du CAUE, de l'Union régionale, mais de la Fédération nationale, j'étais allé rencontrer Épinal, le CAUE d'Épinal, pour l'anniversaire des 40 ans du CAUE. Et le directeur du CAUE me dit, oh, bah, tiens, ce petit jeune architecte, il est vraiment super... Il sort de l'école, là, mais tu verras, ça va être un super gars. Et en plus, il est fils de paysan. Alors, je me suis dit, ben, tiens, je vais demander à un architecte issu du monde agricole. Et je lui dis, je trouve que le métier de paysan, on fait pousser des choses dans le sol, issues du sol, pardon. Et vous, les architectes, ben, vous nous faites pousser des maisons, des réalisations. Bon. Est-ce qu'on a des points communs? Et il m'a dit, mais bien sûr qu'on a un point commun, c'est le sol. Donc c'est un peu pour ça que je voulais qu'on parle de ce sujet ici aujourd'hui. Alors à Paysalia, entouré de grandes machines, on a vu des pelles mécaniques et autres qui travaillent le sol dans tous les sens. On a vu aussi bien sûr Rocalia à côté qui va chercher des matériaux dans le sous-sol. Et donc c'est pas forcément un sujet extraordinaire à traiter, mais c'est quand même le sujet essentiel qu'il faut qu'on puisse se mettre de temps en temps autour de la table. Et je trouve que la présentation qui est faite ici avec les fonctions du sol, on a même pensé aux archéologues, puisqu'il y a des restes de nos ancêtres qui sont dans le sol et qui nous redisent encore des choses, comment on vivait à l'époque et comment on a travaillé le territoire. Et donc toutes ces réinterprétations
par ce petit schéma-là, nous permet quand même de nous montrer qu'il est urgent de se pencher sur ce sujet et de pouvoir aussi, chacun dans sa compétence, être en capacité à la fois d'écoute et en même temps d'interaction. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être venu pour cet échange rapide. Et puis, on peut poursuivre tout en cheminant à l'extérieur. Et puis, merci à nos charmantes oreilles qui nous ont bien écoutés. Et bonne continuation.